Bon, ça doit être à peu près ça. Bonjour à tous, donc Elisabeth Laville, je suis fondatrice du cabinet Utopie qui a aidé le World Forum à préparer l'événement de cette année, sur la programmation notamment, parce que Utopie est un cabinet conseil qui est spécialisé sur l'accompagnement des stratégies de développement durable depuis 25 ans. Mais on travaille beaucoup, un de nos gros focus, c'est justement cette question de l'économie locale, de la contribution des entreprises et des marques à l'économie locale et de la dimension locale des stratégies. Je rappelle que quand on demande aux gens, il y avait une étude Cone Communication en 2013, je crois, première version 2011, deuxième en 2013. Et quand on demande aux parties prenantes, aux gens, qu'est-ce qui est le plus important au fond dans la RSE, dans le développement durable, dans les stratégies développement durable des entreprises, 38% d'entre eux répondent, et c'est le premier sujet, la contribution au développement économique local. Je voudrais juste vous faire une petite... Je suis absolument ravie d'animer cette session de ce matin, parce qu'il y a 3 exemples que j'adore dans la salle, donc du coup, enfin avec moi sur scène. Je vais rapidement essayer de vous faire une petite introduction du sujet qu'on a voulu en tout cas traiter avec cette table ronde, et vous verrez que je vais présenter en gros 3 tendances qui nous semblent assez marquantes sur ce sujet du local branding et qui seront d'une certaine façon illustrées par chacun de nos 3 intervenants. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est génial, j'adore. En fait, il y a des slides, des trucs complètement, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin voilà. Donc je rencontrais Léa Massaré d'Iduka, puis je ne sais pas qui elle est, mais néanmoins vous pouvez la rencontrer. Climène, il y a d'autres surprises dans la présentation ou pas ? Bon, alors là j'ai plus du tout la main, ça part en sucette. Bon, bah alors je sais pas, quand la technique, on est censé avoir des slides derrière. Vous avez démarré juste un peu trop vite, mais elles arrivent. Oh, je te remercie infiniment. C'est qui Léa, machin, du cas, qu'on pouvait rencontrer avec un jeu Twitter? C'est une autre session, elle va intervenir, elle a fait le tour du monde des écosystèmes innovants. Voilà, que c'est mieux avec un peu de commentaires. Donc si vous voulez la rencontrer, je sais pas, j'espère que vous avez lu la slide tout à l'heure. Maintenant, ce sont les slides d'Elisabeth Laville. Je te remercie infiniment. Alors, ce qu'on voulait donc partager avec vous sur ce sujet, c'est déjà le fait que, alors évidemment, on va me dire, mais les petites marques font du marketing local forcément, puisqu'elles sont des marques locales. Ce à quoi on s'intéresse aussi, et ce pourquoi ça nous paraît être une tendance intéressante, c'est que les grandes marques le font aussi de manière croissante. Vous voyez ici un article récent, comment les marques globales pensent local, avec un certain nombre d'exemples que je vais vous donner. La raison pour laquelle les marques pensent local, il y a ce que je vous ai dit, hein, de toute façon la contribution au développement local est le premier sujet que les parties prenantes attendent des entreprises dans le cadre de leur politique développement durable. Et par ailleurs, ça tremble un peu les slides, mais je vous jure qu'à un moment ça devrait peut-être se calmer. Le sujet du local est aussi important pour les consommateurs. Je vous ai mis là cette petite étude de Kantar 2017, vous voyez, qui compare les marques globales et les marques locales dans, je ne sais plus, une quarantaine de pays. Et ils se rendent compte que, en gros, les marques locales représentent maintenant 64,6% de la consommation globale dans ces pays-là, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les consommateurs ont une appétence particulière, et par ailleurs cette part augmente quand même, donc il y a une appétence croissante des consommateurs pour les marques locales. Autrement dit, la problématique, et d'ailleurs on voit bien, vous savez peut-être sur un marché comme la bière par exemple, que aux États-Unis, notamment les bières artisanales représentent déjà un quart quasiment du marché. Et donc la problématique pour les grandes marques mondiales, Heineken et autres, c'est comment je reste qui je suis, parce que tout en étant crédible sur le sujet du local. Et pour beaucoup d'entreprises, ça va devenir ça le sujet. Par ailleurs, évidemment, le local, nous c'est pour ça aussi qu'on travaille là-dessus, c'est que c'est évidemment très pertinent pour la planète. Plus vous avez d'échanges locaux, plus vous achetez à une marque des produits qui sont fabriqués localement, moins ils sont transportés, moins il y a d'impacts environnementaux, plus ça a du sens aussi. Puis si on produit à proximité, on n'a pas trop intérêt à avoir par exemple des cultures hyper intensives en pesticides, puisque ça finit dans l'eau qu'on boit, dans l'air qu'on respire, etc. Donc ça a plus de sens pour la planète, et ça a aussi en fait plus de sens pour le local lui-même. J'étais en juin dernier à Vancouver, et la ville de Vancouver présentait une étude hyper intéressante où les villes elles-mêmes voient bien aujourd'hui, se pensent presque comme des marques. La ville de Vancouver a fait carrément l'étude de la valeur financière de la marque Vancouver, donc ça joue évidemment sur le
tourisme, l'installation des entreprises, etc. Mais notamment en lien avec les gros focus sur l'environnement, la qualité de vie, etc. Que Vancouver met dans sa politique publique. Donc si vous prenez des villes qui ont été sinistrées, Détroit aux États-Unis par exemple, a la même politique de ce qu'ils appellent Rebrand Detroit. Comment on fait pour recréer la marque Détroit, la rendre à nouveau désirable et que les gens n'imaginent pas juste la ville en faillite, la ville ex-industrielle, toute polluée, avec des taux de chômage évidemment horribles. Et donc ce sujet-là est aussi très pertinent pour les villes. Alors il est pertinent pour les entreprises et je vous propose pour les marques, je vous propose 3 tendances qui vont être illustrées ensuite dans le débat. La première tendance sera illustrée par Gilbert Rochecous, que je présenterai tout à l'heure. C'est la tendance du placemaking. Le placemaking, c'est comment je prends notamment mes lieux de vente quand on parle d'une entreprise. Ça peut aussi être des lieux publics quand on parle de ville, mais là, on va se concentrer sur ce que peuvent faire les marques et les entreprises. Donc, par exemple, des lieux de vente, donc un hôtel, un magasin, un centre commercial, etc., pour en faire un hub communautaire, c'est-à-dire une espèce de hub de quartier, un endroit où les gens viennent pas juste pour des activités marchandes, acheter quelque chose, mais aussi pour participer en fait à la vie locale avec parfois des activités gratuites et totalement non marchandes. Quelques exemples, là j'avais mis en haut l'exemple d'Uniqlo à Toronto. Uniqlo, quand ils sont arrivés à Toronto, a décidé que pour soutenir Uniqlo fait beaucoup de choses sur cette dimension locale et ils ont décidé que pour soutenir l'économie locale, au lieu d'ouvrir un magasin Uniqlo comme ils le faisaient historiquement ailleurs, ils allaient plutôt commencer à s'implanter en ville en allant dans des magasins indépendants, donc des magasins de fringues indépendants dans lesquels ils ont ouvert des corners Uniqlo, ce qui était une façon aussi de soutenir le commerce local en faisant venir les clients attirés évidemment par la marque Uniqlo. L'autre exemple que vous avez en bas à droite, c'est Lululemon, qui est une entreprise canadienne qui fait des vêtements de yoga et qui a décidé, en se développant partout dans le monde, que ces boutiques allaient devenir des espèces de hubs de quartier pour les gens qui s'intéressent au yoga et à tout ce qui est lié à ça. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Les magasins sont ouverts, il y a en général une salle de sport de toute façon, mais ils sont ouverts aux profs de yoga locaux et à des artistes, etc. pour toute une série d'activités gratuites qui sont proposées aux clients. Ici, vous avez le cours de yoga dans la boutique. De manière très régulière. Il y en a 2 ou 3 à Paris qui le font aussi. Donc très connecté avec l'ensemble des gens qui s'intéressent en fait au yoga et à des disciplines liées dans le quartier. Et puis un exemple plus de chez nous, alors de chez nous même des Hauts-de-France, c'est ce que fait Decathlon avec les Decathlon Villages, qui au fond sont ça aussi. C'est-à-dire que les Decathlon Villages par essence, c'est un lieu qui au départ est construit autour d'un magasin Decathlon, mais où finalement on va rassembler toute une série d'activités marchandes et gratuites autour du sport, autour de l'envie de faire plus de sport, de comment en faire plus, etc. et mieux. Et vous avez beaucoup d'activités marchandes, des activités gratuites, des ostéopathes, des stages pour découvrir tel ou tel sport, des trucs des ateliers gratuits pour réparer son vélo, etc., etc. Plein de choses qui vont globalement nous donner envie de faire plus de sport, même si qu'on achète ou pas dans le magasin. L'autre exemple que je vais vous donner, je vous montre deux petits films dans la présentation. Celui-ci, c'est ce qu'a fait Apple récemment dans les Apple Store et vous allez voir que c'est complètement lié à ce que je vous dis. J'imagine qu'il faut que j'appuie là-dessus pour que ça se lance ou pas. Ici. Avec le son, ça serait peut-être mieux si c'est possible, mais bon. Ouais, Today at Apple, ça s'appelle. Alors, avec le son, c'est évidemment plus cool, hein. Mais je peux vous faire le son, je ne vais pas vous faire la musique, mais enfin... Si on arrivait à avoir le son, on peut relancer le film, sinon c'est pas grave, on va comprendre. En gros, depuis l'an dernier, Apple a lancé ce programme qui s'appelle Today at Apple, qui montre en gros comment, ils organisent dans l'ensemble des, je crois, 140 ou 150 magasins dans le monde, quasi tous les jours, des activités gratuites pédagogiques sur toute une série de sujets qui visent à se servir autrement de son iPhone, mais ça peut être des ateliers photos, des sorties photos dans le quartier pour apprendre, voilà, photo walk. Des ateliers pédagogiques pour les enfants. Ah ben voilà, c'est mieux. 500, pas 150. Dimensional take on the genius. New staffers specialized in music and photography called creative pros. We'll be doing some quick figurative sketches. The shadows can make it really pop. So our whole concept was, how does the store become more like a town square where the best of Apple comes together, everybody's invited, and it becomes almost a community hub. What we're gonna do is just gonna invite you up to share some poems. When you do something for the first time, you have to be completely fearless. Can anybody find
find the Big Dipper? Whatever sound feels good to you, let that be your sound. I'd love to be able to say, did you learn something? Were you inspired? Did we enrich your life? Did you connect with other people in the community that maybe you didn't know before? Voilà, vous avez compris, c'est tout simple. Et d'ailleurs, ils appellent ça Community Hub. Vous avez entendu le terme dans la vidéo, puisqu'on a retrouvé le son. Ça, c'est la première tendance, et Gilbert l'illustrera tout à l'heure, parce que Gilbert, qui nous vient d'Australie, est un des pionniers mondiaux du placemaking. Donc, il est particulièrement bien placé. Je suis ravie qu'il soit là pour illustrer cette tendance. La deuxième tendance, c'est quand le local devient un business model. C'est-à-dire que soudain, la volonté d'avoir un impact local plus fort va guider les décisions de business, les développements, les nouveaux lancements, les décisions qui sont prises dans la façon de la stratégie de croissance, etc. etc. Il y a quelques exemples sur cette slide que j'aime bien. Celui que j'adore, c'est Shinola à Détroit. Donc Détroit, j'ai dit, ville sinistrée, première ville ayant fait faillite, ex-ville industrielle, évidemment très liée à l'automobile, mais du coup, plus de boulot. Et il y a quelques marques, mais Shinola était la première, qui se réinstalle à Détroit en disant on va proactivement s'installer dans cette ville pour y recréer des jobs, industriels, pour montrer que l'industrie, c'est pas forcément sale, etc. Ça peut être propre, innovant et des jobs de qualité. Et ça peut être associé à des jobs de qualité. Et comme la volonté de Shinola, c'est d'avoir le plus d'impact possible à Détroit, ce qu'ils ont fait, une fois qu'ils ont créé la première usine qui faisait des montres, au lieu de décider qu'ils allaient créer d'autres usines de montres ailleurs dans les États-Unis ou ailleurs dans le monde, ben non, ils ont dit on va créer d'autres produits à Détroit pour maximiser l'impact qu'on a à Détroit. Donc après les montres, ils ont créé une usine qui fait des vélos, une usine qui fait des accessoires de cuir, cahiers, etc., écriture, et même récemment un hôtel. Donc on voit bien que l'objectif de l'entreprise, c'est de créer un maximum de jobs à Détroit, de revamper l'image de Détroit, etc. Deux autres exemples que j'aime bien. Everytable, qui est une enseigne de restauration en Californie, qui a une quinzaine de restaurants. Et l'objectif, c'est de permettre à tous de manger sainement. En gros, c'est du fast-food un peu sain, fast casual, on appelle ça maintenant. Et pour faire ça, ils ont fait quoi? Mais ils se sont dit, bon, bah, le problème, c'est quand même que, évidemment, à Los Angeles, où ils sont implantés, il y a des communautés très riches, des communautés très pauvres. Donc, ils ont fait quoi? Le même menu, les mêmes restaurants, sont implantés tantôt dans les quartiers riches, tantôt dans les quartiers pauvres. Et dans les quartiers riches, le menu, il coûte 8 $. Dans les quartiers pauvres, il coûte 5 $. D'accord? Donc, c'est une autre façon d'adapter son marketing au local. C'est le même menu, mais en considérant simplement qu'évidemment, les populations les plus riches peuvent se payer un menu à 8 $, que les populations les plus pauvres ne peuvent pas se payer. Donc, d'une certaine façon, les quartiers riches sponsorisent les quartiers pauvres. Un autre exemple que j'aime bien sur cette tendance qui fait du local un modèle économique, à part Zingerman que Paul présentera tout à l'heure, qui est pour moi avec Shinola l'autre exemple le plus marquant, en tout cas que je connaisse sur ces sujets, c'est OpenDesk. OpenDesk, c'est une entreprise qui fait des fournitures de bureau, enfin du mobilier de bureau. Et ils le font comment? Ils vous vendent les plans en ligne, vous pouvez aller voir sur le site, vous achetez les plans et ils vous donnent, enfin ils vous vendent entre guillemets, les coordonnées d'un artisan près de chez vous, d'un Fab Lab, etc., qui peut vous les réaliser. Ok? Donc c'est pas idiot, parce que par rapport à Ikea, évidemment, ça leur économise considérablement des frais d'entrepôt, des frais de transport de meubles, etc., des frais de stockage et que sais-je, des frais de magasin évidemment. Mais donc ils vous vendent les plans et en fait le meuble est conçu ailleurs, mais réalisé forcément près de chez vous. Ça c'est un petit film sur Shinola, si on a le temps de le montrer. Ah ben non, on n'a pas le temps, bon, je sais plus, il marche pas. Bon, il marche pas, c'est pas grave, je vous ai expliqué Shinola. Et la troisième tendance qui sera illustrée par Annie, qui représente AkzoNobel et avec la marque notamment du Luxe Valentine, c'est la tendance pour les marques à faire du même très global, à rendre leur marketing très local, au fond, juste pour faire ce que est censé faire le marketing, être près des gens là où ils vivent. Et aujourd'hui, on peut se dire ah oui, mais alors le marketing maintenant c'est que du digital, c'est que des applis, donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Évidemment,
évidemment qu'il faut des applis, je vais vous montrer l'exemple de Nike, mais il faut aussi être présent là où vivent les gens, d'autant plus que beaucoup de sujets qu'on essaie de résoudre en termes de développement durable, que ce soit la mobilité, la nourriture, la santé, etc., se jouent évidemment, les déchets, là où vivent les gens et pas dans une espèce de sphère quelque part au-dessus. Donc l'objectif, c'est de toucher les gens là où ils vivent, et ça amène aussi toute une autre tendance sur laquelle nous on travaille pas mal récemment, qu'on appelle le brand urbanism, qui est la façon pour les marques finalement de remplacer la publicité traditionnelle qui visait à être proche des gens, mais enfin bon, sur un panneau avec des enjeux de crédibilité, etc., par des actions plus concrètes pour améliorer le cadre de vie, notamment en ville, de ses clients, de manière plus ou moins brandée d'ailleurs, vous verrez. Je vais vous montrer quelques exemples et Annie l'illustrera avec l'exemple de Dulux notamment et de AkzoNobel. Il y a deux exemples là-dessus qui me paraissent hyper intéressants. Le premier, c'est ce que fait Novo Nordisk. Alors Novo Nordisk, c'est un leader danois de la scandinave de la santé. Premier labo notamment sur le diabète, l'insuline, etc. Ils ont depuis des années un programme qui s'appelle Changing Diabetes, donc qui s'intéresse au vécu des patients. Et depuis 5-6 ans, ils ont un énorme programme qui s'appelle Cities Changing Diabetes, où ils disent en gros, si on veut résoudre le problème du diabète, il faut changer la façon dont les gens mangent et la façon dont les gens bougent, enfin s'ils font du sport ou pas. Et pour faire ça, changer la façon dont ils mangent, changer la façon dont ils bougent, on ne peut faire qu'en étant très proche de là où ils vivent. Et donc ce programme est un programme pilote avec, au départ, il y en avait 8 villes dans le monde, dans Mexico, etc., pour travailler sur comment on peut, c'est quasiment de la prévention en fait, hein, avant de vendre l'insuline, etc., comment on peut faire que les gens vivent autrement pour diminuer la prévalence du diabète. Et du coup, ils travaillent évidemment pas tout seuls. L'intérêt de ce truc-là, c'est qu'ils le font avec beaucoup d'autres acteurs. L'autre exemple que j'aime bien, c'est Nike, qui a depuis plusieurs années une stratégie très écrite, structurée sur le sujet. Alors là, marque super globale, mais en même temps, encore une fois, si on veut que les gens fassent plus de sport, faut être là où ils vivent, là où ils sont, là où ils font du sport quand ils en font. Est-ce qu'ils ont, évidemment, si vous vivez dans un endroit très pollué, avec zéro piste cyclable, etc., ça marche pas. Vous pouvez faire une appli pour dire aux gens il faut que tu bouges, ça marchera pas. Et donc on voit bien, et les gens qui travaillent sur le changement de comportement vous disent ce qui marche, c'est de faire l'appli et la piste cyclable. Mais donc et la piste cyclable, ça veut dire qu'il faut travailler avec la ville sur l'urbanisme, comment on peut créer des espaces pour que les enfants, les adultes, etc., aient envie d'aller dehors, la possibilité de le faire de manière sans risquer sa vie, etc. Et Nike fait ça de manière croissante depuis pas mal d'années. Donc il y a les applis, mais il y a aussi et surtout l'ensemble des sessions de coaching. Là, vous voyez Paris, venez courir avec nous, venez vous entraîner avec nous. Donc dans quasiment, et Adidas d'ailleurs a un programme assez similaire à Paris, qui emmène les gens dans les quartiers à courir gratuitement avec un coach, etc. Si vous n'êtes pas habillé en Nike ou en Adidas, vous y allez quand même et ça marche très bien. Donc c'est très très décorrélé de l'activité marchande. À Portland, qui est la ville d'origine de Nike, c'est aller même plus loin puisqu'ils ont financé le système, le truc s'appelle Bike Town là-bas, qui est le système de Vélib, enfin équivalent Vélib. Et puis, dans certains cas, et là c'est très brand urbanism, vous avez ici cette espèce de pop-up qui est resté, je crois, 1 an quand même, qui utilisait un espace vierge entre 2 immeubles à Paris pour créer un terrain de basket. C'est pas brandé Nike, en même temps c'était une collab entre Nike et une marque de mode, et tout le monde a fini par savoir que c'était Nike qui le faisait. C'est une façon d'être plus proche des gens, de manière pas forcément rentre dedans, et on verra avec du luxe qu'il y a plein d'exemples. J'aimerais bien qu'on arrive à passer ce petit film, d'ailleurs, qui est un petit film du luxe, qui croise d'ailleurs ce dont va parler Annie et la question du sport. Alors si j'appuie dessus, ça devrait marcher. Ouais, c'est cool. Et avec la musique, alors ça serait mieux aussi, hein, évidemment. Bon, c'est plus cher. C'est pas grave. Merci. So, we found alternative chords hidden around, using the same creativity and a little paint. We painted common places and showed how to turn them into unexpected chords.
sports site gained its own customized rules. Cada degrau desse equivale a uma pontuação. The project is now available online, so anyone can create their own course. To help more kids realise sports come in many shapes and colours. Bon, vous avez compris, ça illustre le point de manière très claire. C'est très en ligne avec à la fois la tendance dont Gilbert va parler, le placemaking, et évidemment celle dont Annie va parler, le brand urbanism, et la façon dont les marques peuvent aussi investir l'espace public. Vous voyez que c'est pas hyper publicitaire, sauf dans le film final, mais dans la pratique, on n'a pas peint des logos Coral, en l'occurrence, qui est la marque locale, partout, et ça marche quand même plutôt bien. Voilà, juste pour dire qu'on creusera cette tendance du brand urbanism. Tout à l'heure, il y a un atelier, je crois qu'il est à, je sais plus, en début d'après-midi, sur ce même sujet du local branding, de manière plus interactive. Je vais sans transition laisser la parole à nos trois intervenants qui vont chacun illustrer en fait une des tendances. On va les faire dans l'ordre. Du coup, on va commencer par Gilbert Rochecous de Village Well avec le placemaking, puis Paul pour Zingermans et Annie pour Akzo Nobel. Gilbert. Fantastic. It's working? Absolutely. Merci. C'est super d'être ici à Paris. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Gilbert, je suis le directeur de Village Well. Je suis née à l'île Maurice. Est-ce que quelqu'un vient de l'île Maurice? Personne? Non. J'ai 136 cousins germains, donc venez me voir à l'île Maurice. On veut faire un environnement qui a du sens. Donc la ville est une nouvelle marque, est connectée à un environnement authentique, mais c'est aussi un endroit d'énergie. Avant que je commence mes 10 minutes de parole, je voudrais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, tout le monde. Levez-vous et je vais vous donner un peu d'énergie. Donc, on commence la journée aujourd'hui. Donc, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que à l'île Maurice, on a une petite danse. Donc, vous bougez comme ça, voilà. Voilà, vous faites comme ça. Super, super. C'est une bonne danse. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous me répétiez 5 fois après moi. Je vais vous donner vos petits tambourins. Donc, vous faites ça 5 fois. Keep going, keep going. Beautiful, have a seat. Beautiful. Beautiful. Super, super. Les villes ont tout à voir avec l'énergie. Donc, je suis ravie de pouvoir travailler à Melbourne depuis 30 ans. J'étais le directeur du plus grand centre commercial de l'autre côté de la planète, donc Billie Jean. Donc, je vais vous dire comment on a créé ce sens de la marque pour une ville. Donc, Melbourne a été l'une des plus grandes villes, mais ça a été aussi l'une des pires villes avec les donuts. Et puis, on a essayé de revitaliser tout ça à cause des gens, des endroits de la culture. On a revitalisé le centre-ville avec 400 nouveaux magasins, ceux qui ont permis à cette histoire d'exister. Les villes vendent une histoire. C'est l'histoire qui est narrée par la ville qui est importante. Donc l'aspect multiculturel, les produits locaux qui sont vendus. Donc ça a été permis par le gouvernement, qui ont facilité le mouvement avec les bonnes politiques. Les villes on a eu le plus grand réseau possible grâce aux politiques qui ont été développées. Ça a été aussi une façon d'attirer les gens pour qu'ils vivent au centre de la ville. On avait une culture très forte d'artistes
et qui ont commencé à animer la ville. Et donc, on a eu beaucoup de chance. Et en fait, si je pouvais vous montrer les photos, on est passé dans cette période de transition et la plus grande crise de la planète est la recherche de sens et de connexion à un endroit. Donc, les entreprises sont devenues de plus en plus conscientes de leur obligation de se connecter à un nouveau consommateur. Donc, à Melbourne en particulier, donc tout le monde veut une expérience authentique. Donc, ça a été quelque chose de très créatif et néanmoins un défi. Et tout spécialement pour les grandes entreprises. Ce qu'on a trouvé, c'est que Placemaking est en fait devenu une nouvelle marque. Donc, ça, c'est le centre commercial à Melbourne. On a régénéré des entreprises. Les entreprises ont donné plus qu'ils n'ont repris. Donc, on crée non pas un grand centre commercial, mais on crée un centre de ville avec des toits végétalisés, des jardins sur les toits, des parcs. Donc, il y a eu vraiment un partenariat qui s'est créé. Ce que je fais, c'est créer un endroit et ce qu'on appelle ce genre de nouveaux développeurs les faiseurs de villes. 95% de toute cette activité sera créée par le secteur privé. 95% des nouveaux bâtiments seront générés et créés par le secteur privé. Donc, le place branding devient de plus important. Donc, on a eu beaucoup de chance que ces développeurs ont obéi à trois principe. On a eu l'aide du gouvernement qui a pu rendre possible cette création de nouvel environnement en activant la vie à l'intérieur des villes, sur les rues, en permettant la création de petites entreprises qui ont animé les communautés. Le troisième secteur était vraiment la communauté elle-même. Donc, on appelle les deux choses importantes sont le citoyen et le consommateur. Donc, il faut qu'on fasse un grand pas au niveau mondial. Il faut qu'on évolue avec une conscience bien claire. Notre marque est basée sur la surprise et le plaisir. Pour Vancouver, on parle de ce qui est vert, mais Melbourne est en fait une cité qui est déjà verte. Et je pense que le défi avec les centres commerciaux, c'est tout ce qui a trait aux banlieues, par exemple. Donc, ce qu'on a, c'est beaucoup de pollinisation des activités, comme les entreprises sociales, 100 entreprises sociales qui sont dans la ville, qui pollinisent un nouveau format de connexion en travaillant avec les sans-abri, par exemple, et on parle de ça comme étant le troisième lieu. Et on encourage la communauté à l'utiliser un maximum. Vous avez parlé de yoga tout à l'heure. Toutes les grandes entreprises font la même chose que les plus petites entreprises. C'est une forme de capitalisme conscientisé qui relie les personnes entre elles. Un autre collègue a 3 magasins à Melbourne qui s'appellent les lentilles comme n'importe quoi. Et leur but, c'est de rassembler les familles. On joue le rôle d'un catalyseur. Ces petites entreprises locales sont en train de créer des liens locaux. Donc, ils créent une marque, mais ils créent une force d'attraction aussi vers ces endroits-là pour réunir les gens. Donc, c'est un endroit qui attire les gens. Donc, ça implique un genre de magnétisme, si on peut l'appeler comme ça. Et il y a d'autres exemples avec nos collègues Street qui ont travaillé avec 2000 sans-abri. Les sans-abri sont une population importante, mais ce qu'ils font là, du point de vue du marque, c'est qu'ils
mettent en avant les centres communs. Là, on a le couvent Abbotsford au milieu de la ville. C'est là où le gouvernement permet que des lieux publics soient soit réapproprié en quelque sorte par le public qui crée des lieux de retrouvailles et de réunions. Donc Apple est arrivé dans notre ville et il a repris Times Square, la place du centre-ville. 3/4 de la population ne voulait pas que Apple envahisse Times Square. Donc il y a eu une consultation et pour qu'il y ait un vrai partenariat avec le public d'abord. Et puis ensuite, ils ont construit leur bâtiment. Donc, les gros acteurs comme Apple ont appris de ce lien avec les locaux. Donc, c'est important d'avoir une approche tactique de l'urbanisme et c'est la clé, le lien manquant. On appelle l'économie talentueuse et comment on active les lieux communs d'abord et puis on attire la population locale à une marque. Donc, on est tous des faiseurs d'endroits. Donc là, on a le plus important marché de nuit du pays. On a créé ça il y a 25 ans et on a créé 500 nouvelles petites entreprises et c'est vraiment très important d'avoir des marchés et des marchés qui pollinisent quelque part le centre-ville. Donc, ce sont des endroits qui sont très accessibles, peu chers. Donc, ça ajoute à la condition de la ville, ça ajoute à notre marque à Melbourne. On a un marché tous les soirs avec la musique, des approches musicales de différentes cultures. Tout est gratuit. Si vous voulez créer un espace comme ça dans la ville, il faut que vous ayez cette notion de gratuité. Donc, il faut qu'on ait une interaction commerciale avec la population. C'est très important. Il faut qu'on implique l'aspect culturel, les parcs, les jardins, notre bibliothèque qui devient aussi un endroit de rencontre. Donc, tout ça fait partie d'un écosystème avec une approche en partenariat. Et je pense que à l'avenir, si on veut suivre cette histoire de place branding, les organisations doivent avoir un endroit qui est animé par la culture et pas le commerce, mais avoir un but fort pour animer nos villes, nos consommateurs, les relier grâce à la culture, la nourriture, le changement climatique, etc. Donc, je pense que avec ces endroits, la prochaine évolution de ces entreprises pollinisées, comme Pauline l'a dit, ils vont contribuer à animer nos centres-villes et nos rues. Ils vont créer une vie culturelle animée et ils vont réintégrer l'enchantement, l'émerveillement dans nos villes. Donc, on était... les gens qui ont créé des lieux comme ça de rencontres se sont créés il y a déjà des décades et des décades. Donc, il faut que nous recréions nos villes autour de l'authenticité. J'ai commencé en disant que nous avions une crise de sens et les gros groupes comprennent que il faut qu'on ait une approche beaucoup plus intégrée au branding. Donc, il faut qu'on en arrive à avoir un modèle qui nourrisse véritablement la vie. Et donc, ça va contribuer à l'expansion de la richesse de la vie. Il faut qu'on ait de beaux espaces publics et on a beaucoup de chance à
Melbourne parce qu'on a un petit peu d'aspect rugueux quelque part à la ville aussi. Donc, pour nous, c'est... Je vais vous donner un petit appel ici. On a une masterclass lundi. Il faut qu'on apprenne à toutes ces parties prenantes comment créer des stratégies d'animation d'endroits, comment on peut, quels sont les enjeux et les outils pour créer des lieux authentiques, durables et attractifs. Comment on peut créer des endroits qui soient vraiment dédiés à la population. Donc, placemaking, c'est la nouvelle marque, le nouveau marketing. On doit repenser au modèle et être très courageux. Pensez à vous en tant que narrateur d'une histoire. Les gens sont très preneurs d'histoire, beaucoup plus que de produits et de services. Donc, ils veulent avoir une histoire à laquelle ils peuvent croire et suivre. Merci, Gilbert. Ceci était pour illustrer la première tendance, vous vous souvenez, le placemaking. On va passer du coup à la deuxième avec Paul. J'en profite pour remercier Michael Showman qui vient d'entrer dans la salle et qui m'a présenté Paul. Et vous vous souvenez, la deuxième tendance, c'est le local comme modèle économique, avec du coup la volonté d'avoir un impact local qui drive les décisions de croissance du business, la stratégie, etc. Et c'est ce qu'illustre parfaitement Zingerman. Go back to the beginning there. Can you go back one more? Hi everybody. Alors, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Très américain. Alors, maintenant, je m'appelle Paul Sagino et je viens du Michigan. Et je vais vous parler de l'histoire de notre entreprise et de notre approche par rapport oh là, pas si fort. Non, voilà. Dans les années 70, j'ai rencontré un ami qui va devenir mon partenaire dans l'avenir. Et nous travaillons dans un restaurant à ce moment-là ensemble. Et moi, je suis de Détroit et mon partenaire était de Chicago. Et dans le voisinage d'où nous habitions, il y avait ce traiteur où vous pouviez obtenir des tas de choses. Et nous vivions dans cette petite ville universitaire et on ne trouvait pas des choses comme cela. Alors on s'est dit, bon, ben, on pourrait avoir un traiteur ici. De telle sorte que, au mois de mars 1982, nous avons trouvé un bâtiment où nous avons décidé que nous pouvions ouvrir cette entreprise dont nous avions tellement parlé. Et vraiment, ce que nous voulions faire, nous voulions avoir un immense, très bon sandwich avec du sel et plein de choses. Alors, on avait des approches différentes par rapport à l'entreprise. Et nous avons ouvert ce petit magasin ici, au coin, qui avait été construit en 1902 et qui était dans le voisinage d'une zone résidentielle. Et c'était un traiteur. Et c'est ce que nous voulions faire. Nous voulions être dans le voisinage des tas de gens. Nous voulions connaître le nom des gens dans le voisinage et ils allaient venir chez nous. Ce jour-là, ils n'avaient pas d'argent et on leur dirait, bon, vous pouvez revenir plus tard. On voulait faire partie de la communauté. Et en fait, on voulait également obtenir les meilleurs aliments de partout dans le monde. Donc, on avait des petites spécialités d'un peu partout. Et au milieu, nous voulions avoir ce magasin de sandwichs et nous voulions servir des sandwichs qui étaient tellement grands que vous aviez besoin de 2 mains pour l'amener jusqu'à votre bouche. Et alors, à ce moment-là, tout l'intérieur allait s'en aller. Donc, on a vu très, très clair avant
que nous voulions faire cela. Et nous voulions également être uniques. Et pour nous, par définition, ça veut dire que vous n'êtes que un. Alors, si nous voulions nous étendre, croître, on ne le va jamais répéter, le répliquer. C'était pas notre philosophie pour nous. C'était une décision une manière de vivre. On ne voulait pas d'être le plus grand, on voulait être le meilleur. Et on voulait que le mot Zingerman ait un sens, de telle sorte que si vous alliez quelque part et si vous vouliez un sandwich, vous pourriez vous dire, bon, ça c'est un bon sandwich. Mais en fait, c'était pas un sandwich Zingerman. Et voilà, c'est ce que nous voulions avoir. C'était notre but. On s'est également dit que nous voulions une organisation. Nous ne voulions pas avoir trop d'autorité, mais nous voulions avoir de bonnes idées, en fait, et qui avait une solution pour les problèmes et qui avait des informations et des données qui étaient importantes pour le problème que nous devions avoir. Nous voulions prendre des décisions, mais le plus calmement possible, et tout cela au sein de l'organisation. Et nous voulions inviter tout le monde à venir et prendre les décisions pour voir comment nous allions gérer cette entreprise. Et nous avons également dit que nous allions mettre tous ces produits. Nous allons les donner aux consommateurs avec un niveau de service très, très important. Il s'agissait de 1982. Personne ne parlait du service à la clientèle. Le service à la clientèle, c'était une transaction, en fait. C'était quelque chose qui arrivait après la vente. Donc, la couleur de la robe n'était pas bonne, mais on voulait donner un nouveau service, un service. On voulait que les gens comprennent que nous existions pour être à leur service, et ceci inclut un bon service à nos employés, à nos clients et à notre communauté. Et en fait, on ne voulait pas avoir l'économie traditionnelle et faire une entreprise pour faire une entreprise. Non, nous pensions que vous avez la possibilité de faire des entreprises, mais vous deviez être un bon voisin. Vous choisissez un endroit d'une manière responsable. Vous gérez d'une manière responsable. Vous êtes responsable pour le service et vous avez un profit et vous partagez ce profit d'une manière responsable avec les gens qui vous avaient aidé au sein de votre organisation et avec la communauté d'où venait le profit. Et donc, on s'est dit qu'en retournant à la communauté, c'est quelque chose que nous allions construire dans notre business plan. Les assurances, le loyer, on allait tout rendre à la communauté. C'est quelque chose que nous voulions faire depuis le jour où nous avons ouvert. Nous avons ouvert au mois de mars 1982 et voilà, c'est ce à quoi ça ressemble. C'est un coin de rue. Et nous avons commencé avec ce magasin. Ensuite, on a racheté la maison à côté. Et puis, il y avait une maison qui était en feu. C'est pas nous qui avons commencé ce feu, hein. Et nous avons ajouté. Chaque fois que nous avons dû nous étendre, il y a toujours eu la possibilité de la part des promoteurs qui voulaient que nous soyons en dehors de la ville, mais nous, on était dédiés à la communauté. On voulait faire partie du tissu urbain. Donc, il est très, très coûteux de construire dans cet espace très, très limité et dans ce voisinage coûteux parce que nous devions faire attention à tout cela. Nous avons gardé nos idées et voilà, c'est ce à quoi ça ressemble, l'intérieur de notre magasin. Et ensuite, les choses se sont bien passées pendant 10 ans. Et alors, ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait des petits problèmes. Et maintenant, on a un leadership et une équipe de leadership. Alors, il y a des gens qui se disent comment est-ce qu'on peut tirer profit des opportunités? Quelles sont les menaces par rapport au marché? Comment on peut mitiger ces menaces? Et en fait, il y a eu pas mal de risques qu'on pouvait éviter. Et voilà, vraiment, ceci m'a effrayée. Et moi, je me disais, on va devenir trop content de nous-mêmes. Et nous voulions fournir plus de profit pour les gens qui travaillaient pour nous. On voulait
continuer à vivre dans la communauté. Il devait rester là, avoir une famille, il devait avoir un boulot professionnel, il devait avoir un bon régime financier. Et ceci demandait pas mal de choses. Mais comment est-ce que nous allions faire tout cela? Et comment est-ce qu'on pouvait rester fidèle à nos ambitions? Et donc, mon partenaire et moi, nous avons commencé une conversation les uns avec les autres. Ça a pris 1 an, en fait. Et à la fin, on est arrivé avec cette vision à long terme. Et c'était en 94. Et on l'a pensé à une vision de 15 ans. On allait ouvrir 10 entreprises, de 10 à 15 entreprises. Mais ils avaient tous le Zingerman brand et les employés devaient être passionnés en ce qui concerne le service et le produit, et nous allons garder nos principes de base. Et nous allions devenir des partenaires avec ces personnes. Nous allions financer ces partenaires. Nous allions créer une communauté d'entreprises où nous étions fournisseurs et clients les uns des autres. On voulait fournir des possibilités aux gens qui travaillaient pour nous. Par conséquent, en 92, nous avons construit cela, une production de... vous voyez le four, tous les appareils de boulangerie. Et ensuite, lorsque nous avons ouvert cette boulangerie, c'était dans une petite partie industrielle à 2,5 km du traiteur. Et il y avait pas mal d'autres entreprises dans cette zone. Alors, on s'est dit, on va simplement prendre un petit magasin de détail et vendre nos produits aux gens qui habitent tout près, autour, de telle sorte que c'est ce que nous avons fait. Nous avons également... nous avons commencé à faire des gâteaux de mariage. Ça, c'était une autre entreprise. Ensuite, nous avons trouvé que les gens voulaient apprendre comment préparer des aliments de manière traditionnelle. Donc, nous avons une école pour enseigner la cuisine au public en général. Ensuite, nous avons eu pas mal de demandes de la part de gens qui voulaient savoir, ils voulaient ouvrir leur entreprise. Alors, nous avons ouvert Zinc Train en 94 et nous avons un centre de formation. Les gens viennent de partout dans le monde pour des séminaires. Ensuite, nous vivons dans une ville-université et il y a donc c'est une assez grande ville et ils passent quelques années avec nous et lorsque ces étudiants s'en vont, ils veulent un produit. Donc, ils nous ont demandé d'avoir cette entreprise par correspondance. Et voilà, c'est un call center, un centre d'appel. Et ensuite, nous avons fait quelques fromages à pâte dure. Et nous avons ouvert un magasin spécialisé dans les fromages. Ensuite, nous avons ouvert le Roadhouse, qui est un restaurant qui sert des aliments américains traditionnels, cuisine traditionnelle. Vous voyez un patio à l'extérieur et nous avons un endroit où nous faisons des barbecues chaque jour. Ensuite, nous avons commencé à entreprendre le café. Et ici, nous avons un petit café, mais nous avons des fèves de café de toutes les régions du monde et nous vendons ces fèves de café et ce café. Donc, il y avait un jeune qui travaillait dans la cuisine de la pâtisserie, de la boulangerie, et il était fasciné par le sucre et par le chocolat. Alors, il a commencé à faire cette entreprise qui faisait des bonbons, en fait. Et voilà, vous voyez Charlie Frank, et nous faisons nos propres bonbons ici. Ensuite, nous avons acheté une ferme qui avait une étable qui datait d'avant la guerre civile, et nous avons démantelé
cet endroit pièce par pièce et nous avons refait complètement et nous avons rénové toutes ces fermes. Maintenant, c'est un grand espace. Ensuite, nous avons ouvert Miss Kim. C'est un restaurant qui a ouvert en face du traiteur. Et voilà le restaurant. Ensuite, notre réseau de services. Donc, lorsque je me suis rendu compte que vraiment ce que nous faisions, nous voulions un incubateur. Et je pense que nous sommes différents des autres incubateurs et cela de différentes manières. Nous mesurons le succès de manières différentes. Les incubateurs mesurent le succès par la réplication, mais nous voulons être qualifiés par les clients. Nous voulons changer nos idées en revenus. Nous voulons partager une marque et nous voulons également avoir le Zingerman Service Network, un réseau de services Zingerman. Et l'expertise technique que chaque start-up a besoin parce qu'il ne peut pas se le permettre, nous l'offrons. Et dans notre système, lorsque vous arrivez, lorsque vous voulez lancer une entreprise, vous obtenez toutes les ressources que nous avons dans le réseau de services qui va vous aider pendant cette phase de planification qui pourrait aller de 6 mois à 24 mois à 36 mois et vous ne payez rien pour ce service. Et les entreprises en mature vont subventionner ces startups dans l'intérêt d'avoir une autre entreprise qui arrive et qui sera soit un fournisseur, soit un client pour eux. Et ce qui a aidé à relancer l'image. Donc, nous avons eu les ressources humaines, un département de ressources humaines, un département technologie, un département salaire, administration, marketing, graphique, service à la clientèle et financier. Tout ça, ce sont des services qui sont partagés et qui sont fournis aux startups qui le souhaitent. Alors maintenant, quel est l'impact de tout cela? Maintenant, nous avons 12 entreprises, 2 partenaires qui ont fondé l'histoire et maintenant 17 partenaires. Toutes ces personnes ont commencé comme employés et maintenant cette marque leur appartient. Donc, c'est pas... ce sont mes partenaires, en fait, mes pairs. Et nous fournissons des possibilités d'avoir quelque chose. Nous avons 3 partenaires du personnel. Lorsque tous les partenaires se rassemblent toutes les 2 semaines et lorsqu'ils prennent des décisions qui ont un impact sur l'entreprise, et on prend toutes ces décisions par consensus, on ne vote pas. Hein? Et on a également un système de nomination. Nous choisissons, nous avons 3 employés frontline et nous avons également des partenaires qui prennent des décisions. Lorsque nous prenons une décision, nous voulons toujours avoir la perspective du personnel qui est représenté au cours de ces réunions, parce que nous voulons connaître l'impact de notre décision sur quiconque dans l'organisation. Maintenant, nous avons pas mal d'employés. Cette année-ci, nous voulons faire 68 millions de dollars pour les ventes. Et lorsque vous voyez que la population est de 150 000 dans cette petite ville, mais qui est quand même une ville universitaire avec pas mal d'étudiants. Donc, ce que nous voulions faire, c'est que nous avons eu des dizaines et des dizaines d'opportunités au cours des années. Les gens viennent, ils veulent prendre la marque Zimmerman, ils veulent ouvrir ce magasin dans toutes les villes universitaires. Et c'est assez tentant parce que lorsqu'on met une pile d'argent devant vous, c'est tentant. Mais ce n'est pas ce qu'on voulait, en fait. On voulait faire partie de la communauté. On pensait que nous étions les gardiens de notre ville et nous voulions que notre ville soit meilleure parce que nous avons existé.
Et donc, nous allions quitter cette ville en meilleur état que lorsque nous sommes arrivés. Donc, nous avons toujours résisté aux offres. Nous avons résisté à ces opportunités pour vendre la marque. Et ce que nous voulions faire, au lieu de cela, c'est nous voulions fournir ces opportunités financières et professionnelles pour les gens qui travaillaient pour nous. Et nous voulions également essayer d'étendre la propriété le plus possible au sein de l'organisation. Maintenant, nous avons une forme hybride de propriétaires. Les employés qui sont là depuis 2 ans peuvent avoir des parts dans la société. Donc, toutes ces entreprises sont des entités juridiques séparées. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Nous sommes partenaires, mais ce sont toutes des entreprises séparées. Et la communauté des entreprises n'est pas une entité légale, c'est une entité spirituelle auquel vous adhérez ou pas. Alors, ça a été très difficile de vendre l'organisation parce qu'on voudrait rester là pendant les 100 ans qui arrivent. Et nous avons construit un plan de transition. Nous recrutons de nouvelles personnes et des anciennes personnes comme moi. Nous pouvons commencer à nous retirer. Il y aura toujours de nouveaux partenaires qui vont entrer dans la société. Je crois que nous avons été couronnés de succès parce que nous avons pris la décision de faire la promotion du potentiel humain et nous pensons que tout un chacun est une valeur, que tout un chacun peut contribuer à l'organisation et au bien-être de l'organisation. C'est un honneur pour moi d'être ici. Ça me donne pas mal d'espoir qu'il y a des jeunes comme vous, qu'il y a des personnes comme vous qui sont intéressées et vous comprenez que l'entreprise n'existe pas pour les actionnaires et le bien-être de ces actionnaires, mais l'entreprise existe pour le bien-être pour les personnes qui travaillent dans la société, pour les personnes qui sont les consommateurs de cette société. Nous faisons en sorte que notre vie est celle que nous avons choisie et nous mettons l'accent uniquement sur ce qui ne ressemble pas à la violence autour de nous. Tout ça nous rend débiles. Et lorsque vous pensez qu'il y a des personnes, il y a des entreprises qui font de bonnes choses, et il faut se focaliser là-dessus. Et alors, à ce moment-là, on a moins de problèmes. L'utopie, c'est une série de toutes les étapes que nous prenons tous les jours. Alors, je vous demande votre intérêt dans cette idée du local et dans cette idée que l'entreprise vraiment devrait être un outil pour des changements sociaux positifs. Merci beaucoup. Sans transition, je vais passer le micro à Annie pour illustrer la 3e tendance qui était celle du local marketing et notamment du brand urbanism avec l'exemple du luxe et AkzoNobel que j'ai commencé à illustrer tout à l'heure. Merci. Eh bien, d'abord, bonjour à tous. Donc, AkzoNobel est une entreprise qui fabrique et commercialise de la peinture et des revêtements industriels. Elle n'est pas une entreprise qui fait de la peinture uniquement pour le bâtiment et le grand public que vous trouvez en grande surface de bricolage, notamment la marque Dulux Valentine. Elle fait aussi des peintures pour les avions, les bateaux, des grandes structures métalliques, l'architecture. AkzoNobel est une entreprise passionnée par la peinture. Elle est experte dans ce domaine de la fabrication et de la commercialisation des peintures depuis 1792. En 2010, on s'est lancé dans un grand programme, le Let's Color Programme, pour nous permettre de nous rapprocher de nos communautés et de porter haut nos couleurs. Parce que pour nous, la couleur avait quelque chose de très important. C'était quelque chose de très important. Et je vais d'abord vous faire découvrir ceci par une première vidéo qui vous raconte un petit peu cette histoire de notre programme Let's Color.
pas par hasard que je suis venue m'asseoir près d'un monsieur qui avait une veste de couleur, parce qu'effectivement, c'est pour nous, la couleur est une passion. Chez AkzoNobel, nous croyons fortement que la couleur a un impact sur l'état d'esprit, un impact sur l'humour, un impact sur les populations. C'est pour ça que nous ne produisons pas uniquement des peintures pour les vendre, mais aussi pour transformer les milieux de vie et donner cette note de bonne humeur parmi les communautés et rendre nos vies plus agréables et inspirantes. Pourquoi ? Parce que pour nous, la peinture a un véritable pouvoir magique. La couleur rend gai, la couleur est optimiste. Et pour nous, la peinture n'est pas seulement qu'une matière, elle apporte beaucoup de choses et beaucoup de bien-être parmi les populations. Nous avons, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, créé plus de 2000 projets dans le monde entier. Elle a réuni également beaucoup de gens volontaires parce qu'en fait, nous avons travaillé non seulement avec nos communautés, mais aussi avec nos collaborateurs que nous portons comme les ambassadeurs de la couleur. Ce programme Let's Color a été lancé en 2010 parmi les collaborateurs. On les a d'abord incités à être porteurs de projets communautaires et ensuite nous sommes allés dans les différents pays pour nous en tant que groupe international, mais aussi nous en France. Nous avons embarqué tous nos collaborateurs pour monter ces différents projets. Let's Color Programme est pour nous un call to action pour activer notre mission, puisque la mission de notre entreprise, c'est de mettre de la couleur dans la vie des gens. Je vais aller. On s'appuie donc sur trois choses dans ce programme. Tout d'abord, on s'appuie sur notre marque. Effectivement, principalement la marque du Luc Valentine, puisque c'est une marque consommateur que vous allez tous retrouver en grande surface de bricolage. Mais nous travaillons aussi avec des communautés sur nos autres marques, comme la peinture Sikens, qui est une peinture particulièrement dédiée au marché des professionnels. En fonction des communautés que nous approchons pour réaliser ces beaux projets de couleurs, eh bien, nous adaptons en fait la marque. Nous travaillons avec nos collaborateurs et aussi avec nos communautés. Je n'irai pas dans le détail là. Donc Let's Color, c'est une belle histoire pour nous qui a démarré en 2010, comme je vous disais. L'objectif, c'était de régénérer, de redynamiser, de mettre de la vie dans la vie des gens, dans leur communauté. C'est une histoire de personnes, puisque tout au long de ces programmes, on rencontre des gens merveilleux, on rencontre des communautés qui vivent parfois dans des lieux plutôt tristes, pas très gais. Et notre objectif, c'est effectivement d'aller mettre de la couleur dans leur vie. C'est aussi des challenges parce que nous devons aussi embarquer des ambassadeurs. C'est toujours sur la base du volontariat, du bénévolat. Donc c'est pas toujours simple de demander à des collaborateurs de venir le samedi ou sur des jours de congé pour mener ces grands projets. Mais effectivement, ils sont toujours là et on embarque pas mal de personnes pour ces grands projets. Pour nous, ce sont des aventures de co-création puisqu'elles nous aident effectivement à faire la différence par rapport à d'autres marques. On revient au niveau de la connexion. C'est aussi un moyen pour nous de nous connecter avec nos populations, avec nos communautés environnantes et faire parler de notre marque également. Mais toujours un peu dans la plus grande discrétion, même si effectivement nos marques sont porteuses de ce grand projet. Le premier projet qu'on a démarré en France, c'est à Aulnay-sous-Bois. Vous voyez un peu une différence entre un bâtiment qui était très gris, très triste, et nous sommes venus avec des collaborateurs le mettre en couleur. Et vous voyez un peu la différence de ce que peut apporter effectivement cette couleur, ce grand pouvoir magique. On a vraiment la chance de travailler pour une entreprise qui a un produit magique, je crois. Vous voyez encore d'autres vues sur des régénérations. C'est au même niveau, c'est aussi à Aulnay-sous-Bois, des parkings. Nous avons mené des mêmes projets similaires sur Marseille, sur Lyon, sur Paris, sur des grandes façades. Toujours cette couleur qui dynamise, qui régénère un peu des zones un peu tristes parfois.
Sur ce projet-là, nous avons travaillé plus particulièrement avec notre municipalité, la municipalité où notre grand site de production est basé, c'est à Montataire, dans l'Oise. Là, nous avons travaillé avec la municipalité et une grande école qui était dans un lieu, je dirais, particulièrement triste. Et nous sommes aussi venus leur apporter de la couleur. On a ici fait 120 mètres de fresques et là aussi on a pu embarquer avec nous 85 collaborateurs, ce qui était quand même sur 2 jours assez merveilleux. Nous apportons aussi notre contribution couleur au niveau des municipalités autour desquelles nous vivons. C'est une école primaire. Nous avons en 2012 fait 2 grandes fresques qui sont également en zone à rénover. Alors on travaille soit avec des artistes, sur ces façades-là on avait effectivement un artiste avec nous. Et ce projet-là était assez particulier parce qu'en fait, l'objectif du travail avec la municipalité de Montataire, c'était tout d'abord de créer une équipe de jeunes gens sans emploi qui, à la recherche de travail, qui n'avaient pas de diplôme. Et l'objectif de ce projet-là, ça a été effectivement de les amener une semaine en formation dans notre centre de formation, là où nous formons nos peintres, notre force de vente à nos produits, à l'application de nos produits. Nous les avons formés. Ils ont travaillé avec un artiste peintre pour préparer ce beau travail, ce beau chantier. Et c'est ensemble, notre équipe et ces jeunes que nous avions formés à l'application des peintures, que nous avons réalisé ces 2 belles fresques. Et ça, c'était un réel succès et vraiment quelque chose qui perdure. Ça date de 2012. Rien n'a été tagué. Tout est toujours aussi joli qu'en mai 2012, lorsque nous avions appliqué. D'autres petits projets, des projets au niveau de bibliothèques, des projets aussi sur Angoulême, des écoles, des instituts d'enfants handicapés. On travaille aussi beaucoup sur l'éducation, des écoles. Et le dernier programme en date était donc l'an dernier. Le groupe AkzoNobel avait donc signé un partenariat avec Masterpiece. Et dans ce cadre-là, nous avons réalisé des murs de connexion. En fait, l'objectif de ce programme avec Masterpiece, c'était de créer à travers le monde 100 murs de connexion. 100 murs de connexion, pourquoi ? Parce qu'en fait, on voulait travailler avec les communautés encore, se rapprocher de ces communautés, venir leur mettre de la couleur pour égayer un peu leur vie. Et je vous invite à passer la 2e vidéo qui va vous donner une petite histoire sur ce programme Masterpiece. On essaye de faire tomber les barrières et à travers de couleurs faire une connexion entre les gens et de tout le monde. Disons qu'on a beaucoup besoin de couleurs actuellement dans les petites villes grisouilles et que je pense que la colombe est aussi d'actualité vu la période que nous traversons. J'ai beaucoup aimé le concept de transformer des murs en pour rassembler les gens et non pas pour les diviser. C'est justement l'une des valeurs de YEB, justement, on essaye de créer des liens entre les différents services et rassembler les gens au sein d'AkzoNobel. Je trouve que les couleurs, ça rend la vie en ville vraiment beaucoup plus rayonnante et beaucoup plus belle. C'est un petit plus que les autres villes n'ont pas. Et cette année, nous avons signé un nouveau partenariat avec SOS Village Enfants. Et nous allons donc l'an prochain nous avons démarré dans d'autres pays du monde avec cette association, notamment en Belgique. Et en France, ce sera pour l'année prochaine. Donc je vous laisse le soin d'utiliser de la couleur chez vous parce que c'est vraiment un produit merveilleux qui rend la vie belle, qui inspire et nous en avons tous besoin. Merci beaucoup, Annie.
Nous avons à peu près 20 minutes pour des questions, des commentaires pour l'un ou l'autre de nos intervenants. Si vous vous adressez à Gilbert ou à Paul, je vous demanderai juste de le dire avant pour qu'ils puissent, normalement ils ont le casque, mais que du coup ils sachent que ça s'adresse à eux, parce qu'il y a toujours un petit décalage avec la traduction. Qui se lance? Sinon moi j'en ai plein des questions, hein, je vous préviens. 1, 2, 3, non, par là-bas. Oui, ah, voilà, vous êtes dans l'ombre en plus, donc du coup, c'est pas super simple. Je ne sais pas s'il y a un micro qui va peut-être venir jusqu'à vous, je ne sais pas. Oui, voilà. Grâce à un formidable élan collaboratif, merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, ma question, c'est pour Paul. D'abord, félicitations pour votre travail, donc c'est vraiment impressionnant. Moi, ça m'a rappelé avec un petit peu d'humour. Récemment, il y a le film de Diar où on le voit arriver, en fait, c'est un western, on les voit arriver dans un petit village, donc c'est la conquête de l'Ouest. Le village s'appelle Mayfields, l'hôtel s'appelle Mayfields, là-bas, tous les produits s'appellent Mayfields, donc en fait, c'est... Et du coup, je me demande si cet aspect-là de l'entrepreneur qui investit beaucoup pour sa communauté, est-ce que ce n'est pas une particularité culturelle américaine? Et est-ce que c'est vraiment transposable en Europe, où justement le sentiment de communauté est peut-être différent? Parce que c'est vrai que souvent dans les petites et les moyennes villes du nord des États-Unis, il y a vraiment ce sentiment de je dois donner à la communauté, on est tous liés autour d'une paroisse, etc. etc. Est-ce que c'est la même chose en Europe? Vous qui avez peut-être voyagé en Europe aussi, pensez-vous que c'est faisable? Merci. I guess I don't quite... J'imagine, est-ce que vous me posez la question de savoir si la culture d'être liée à la communauté peut se traduire... I'll répète la question. Or whether you think it's transposable, I mean, it can be harnessed pretty much anywhere in the world, and especially in Europe. And maybe, I'm sure Gilbert will have a view on that too, and Annie probablement aussi. J'imagine que je pense que les gens ne sont pas tellement différents. Et je pense également que si il y a un modèle qui fonctionne, et si on leur montre ce modèle qui fonctionne, ils peuvent faire partie de cela. Ils peuvent le comprendre. Je ne pense pas que la nature humaine est tellement spécifique par rapport à un pays bien spécifique. Je pense que nous sommes tous des êtres humains. Nous voulons tous être reconnus et appréciés pour le travail que nous faisons. Et je pense que nous voulons être... les gens veulent être utiles, veulent être importants dans le monde. Et je crois que lorsqu'on a la possibilité... Et lorsque l'on voit comment on peut contribuer à ce niveau-là, alors les gens vont vouloir faire ça, quel que soit le pays. J'espère que c'est vrai. Autrement, je pense que nous allons disparaître comme civilisation. La communauté qui sert de référence, c'est-à-dire que j'essaie de réfléchir en me disant au fond ce qu'on voit chez Shinola à Détroit ou chez Zingermans à Ann Arbor. En France, j'ai l'impression qu'on peut le voir au niveau des régions, probablement sur les Hauts-de-France, etc. D'ailleurs, pas forcément toutes les régions, mais au niveau des villes. Et puis, il y a toute la communauté en France des entreprises engagées sur le Made in France, par exemple, qui, quand vous regardez l'effort de 1083 pour racheter une entreprise qui était qu'un de ses fournisseurs qui était en faillite, pour remettre, garder une partie des métiers traditionnels en France. Ben, eux, c'est leur focus, c'est la France. La communauté, elle peut être plus ou moins grande selon l'entreprise. Gilbert, I'm sure you have a Je suis persuadée que vous avez une perspective à ce sujet également, ce sens du lien et la volonté d'avoir un impact positif sur la communauté. Est-ce que c'est culturel aux États-Unis ou au monde anglo-saxon? Ou bien est-ce que pour placemaking, est-ce que ça pourrait arriver partout dans le monde? Je crois que placemaking est un phénomène global parce que les gens cherchent une connexion, cherchent un sens à leur vie et cherchent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. C'est un phénomène global. Alors, ce que nous devons apprendre, nous devons le répliquer et répliquer des bonnes choses. Le global peut être répliqué. Nous avons vu cela avec
autre chose d'ailleurs. Mais maintenant, nous allons de Melbourne au Portugal parce que quelqu'un a vu ce concept et j'espère que ça va arriver en France. Le concept, c'est que vous payez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de caisse enregistreuse. Donc, je crois que c'est un concept superbe. Et il y a une petite boîte et vous mettez ce que vous voulez dans cette boîte. Mais donc, c'est un concept superbe que l'on peut répliquer. Mais en fait, c'est construire une communauté, construire une capacité. Tout le monde peut créer cette approche. Cette approche peut être répliquée. Je crois que c'est un mouvement global et ça va revenir vers l'ancien. L'ancien est nouveau. Il y a un mouvement global dans l'entreprise également. Je crois que la question est double. Quelles sont les attentes de la communauté? Le besoin de connexion et d'autres la possibilité et la capacité pour les entreprises de le faire, d'intégrer ça dans leur stratégie. Je pense que c'est possible parce que la consommation est l'histoire très, très importante de la planète et je pense qu'il y a une clause différente maintenant. Et lorsque vous voyez Zimmerman, et je crois que nous voyons que les gens essayent de chercher cette connexion, ce lien. Et nous voyons des petits promoteurs qui disent nous devons redonner quelque chose à la communauté, quelque chose en dehors de ce qu'ils veulent acheter de chez nous. Donc, je crois que ça fonctionne. Donc, ils font des endroits magnifiques. Les gens vont rester 25% plus de temps. Et s'ils restent 25% plus de temps, ils vont acheter un autre café. Ou bien, s'ils n'achètent pas un nouveau café, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ils vont rester plus longtemps. Donc, c'est une stratégie de l'entreprise ici. C'est comme Paul qui a une connexion magnétique par rapport à ses clients. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nous voulons faire avec les Smart Businesses. Pour le coup, ce programme Let's Color, il est déployé dans plein de cultures différentes où on pourrait dire non mais alors ça a commencé au Brésil dans les favelas, donc on peut se dire ah oui mais là ça marche bien parce que j'en sais rien, que les Brésiliens sont joyeux, ils adorent la couleur, je sais pas quoi. Et nous c'est différent, mais en fait non, ça marche partout. Ça marche partout. Ça marche partout. Effectivement, ça marche bien au Brésil, ça marche bien dans les pays asiatiques aussi parce qu'ils sont très friands de ce genre de projet. Mais c'est aussi à nous collaborateurs de porter ce projet. On parlait tout à l'heure, Gilbert disait qu'il y avait de l'émotion aussi, le cœur, et ça c'est important. On sait que les gens aujourd'hui ont besoin de se sentir bien chez eux, donc nous on le fait aussi par la couleur, on travaille sur des couleurs très spécifiques pour que les gens se sentent bien. Parce qu'à la base ça a aussi été de pair avec une évolution des produits, du coup pour aller vers avec plus de couleurs et plus tout à fait. Nous chaque année on découvre la couleur de l'année. On travaille sur c'est toutes des recherches qui sont faites autour de tout ce qui était état d'esprit. Par exemple, cette année, on a dévoilé il y a quelques semaines la couleur de l'année pour du luxe Valentine. C'est le miel ambré. Parce qu'on s'est aperçu que par rapport aux recherches que l'on fait, nous avons un centre d'esthétique de couleurs qui est basé en Hollande, qui font beaucoup de recherches sur le comportement, l'état d'esprit. On s'est aperçu qu'on devenait un petit peu plus optimiste actuellement. Et du coup, les choix ont été faits sur un miel ambré avec des teintes un peu plus énergiques qui vont aider les consommateurs, qui vont aider les gens à créer chez eux ce dont ils ont besoin en fait par rapport à la vie qu'ils mènent aujourd'hui. Donc ça, on fait ça depuis 2004, cette couleur de l'année, avec ces recherches qui sont faites par des experts de chez nous. Et personne, dans les expériences en France, qu'on parlait est-ce que c'est dans la culture ou pas? Est-ce que les gens s'étonnent que du luxe fasse ça, par exemple, moins en France, puisqu'on pourrait se dire, ah oui, mais alors nous, c'est moins dans notre culture que les entreprises aillent comme ça dans la communauté. Alors nous, on a la chance d'être dans un groupe international, donc si vous voulez, on a tous la même vision, on a la même mission, et on a tous à cœur de porter ces événements-là et d'être ambassadeur de tous ces événements. En revenant sur la partie projet communautaire,
c'est vrai que dans des pays un peu plus sous-développés, c'est beaucoup plus facile et on a beaucoup plus de choses à faire. Mais ne serait-ce que nous, en Picardie, on a aussi de beaux projets. On a travaillé avec les écoles autour de la ville de Creil, de Montataire, là où est basé notre site de production. Et sur Paris également, et on trouve de beaux projets aussi, et je pense que le ressenti est le même. Le ressenti est le même. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, commentaire? Ah, ouais. C'est que des gens qui sont dans le noir et au fond, c'est normal? On peut faire le noir dans la salle si ça vous aide à poser des questions. Je vais venir dans la lumière, comme ça on fait. C'est mieux. Question is for Paul. La question est pour Paul. Vous avez 12 projets, 12 sociétés. Quelle serait la suivante? Le projet suivant ou la société suivante? Nous sommes les propriétaires. Nous ne décidons pas l'entreprise que nous allons ouvrir. Toute la croissance est dirigée par les personnes qui travaillent pour nous et qui viennent chez nous et qui disent « Bon, ça, c'est quelque chose pour lequel je suis passionné, c'est quelque chose que je voudrais le faire et je voudrais le faire au sein de la communauté des entreprises Singerman. » Et nous avons une grande organisation, une vision, mais il s'agit de quelque chose de très important. Alors, si vous arrivez chez nous et si vous voulez faire quelque chose, bien entendu, ça doit s'insérer dans ce que nous faisons, ça doit être adapté, mais très souvent, c'est lié à la nourriture. Vous voulez être un leader du marché en termes de qualité, par exemple, et vous voulez être notre partenaire. Et nous avons un processus documenté très clair pour quelqu'un qui veut devenir un partenaire. Tout est transparent. C'est ouvert à tout un chacun au sein de l'organisation. Ce n'est pas un groupe de personnes qui vous ennuie. Non, vous arrivez chez nous, vous déclarez que c'est quelque chose que vous avez envie de faire et nous disons, ben voilà, ce sont les étapes pour y arriver. Alors, il y a plusieurs personnes qui travaillent à l'heure actuelle et qui sont en voie de devenir des partenaires. Nous travaillons avec un jeune qui est un brasseur. Nous voulons faire quelque chose dans le domaine de la brasserie avec des produits fermentés. Et nous, à l'heure actuelle, c'est ça que nous envisageons. Et j'espère que ça répond à ça. C'est une réponse à votre question. Peut-être une toute dernière question pour vous trois. Et c'est pour l'atelier qui aura lieu cet après-midi en ce qui concerne les facteurs clés du succès. Alors, à partir de votre expérience, sur quoi allez-vous mettre l'attention en ce qui concerne les facteurs clés du succès? Et quels sont les problèmes potentiels? Gilbert, vous avez parlé de l'implication de la communauté locale. Ça, c'est un facteur clé du succès. Les employés également. Alors, peut-être un facteur clé et un problème pour chacun d'entre vous. Gilbert, tu veux That's me. I think je pense que il faut s'engager dans un endroit, il faut comprendre la communauté, ses citoyens. Et il faut devenir des partenaires dans un voyage comme ça. Je crois que nous avons une déclaration en Australie qui dit que les locaux doivent adorer l'endroit. Donc, c'est vraiment une co-création, un co-partenariat avec la communauté. Il ne s'agit pas de clients, mais de la communauté. Et je crois qu'un défi clé, c'est que nous avons une certaine tendance à être transactionnels et pas transformants. Et je crois que nous devons mener à un endroit. Et je crois que ce serait ma réponse à votre question. Paul?
Je pense que l'ingrédient nécessaire pour le succès et pour n'importe quelle entreprise, c'est d'avoir un document très clair et une vision documentée très claire. Au sein de notre organisation, pour nous, la vision, c'est la définition du succès. Alors, si tout se fait comme vous le voulez, à un certain moment dans l'avenir, à quoi cela va ressembler d'une manière spécifique. C'est une histoire et c'est une histoire dans le futur, même si ça arrive déjà maintenant. Et cette vision est rédigée, est partagée et communiquée à tout le monde au sein de l'organisation, à vos clients et à la communauté dans son ensemble, de telle sorte que tout le monde puisse comprendre ce que vous allez essayer de faire et pourquoi c'est quelque chose de très bien pour tout le monde et le rôle qu'ils peuvent jouer là-dedans. Je pense que la barrière, c'est de ne pas avoir une vision, mais d'avoir une stratégie sans comprendre. Donc, la vision, c'est le quoi, ce que vous voulez, pourquoi vous voulez le faire. La stratégie, c'est comment cela va se faire. Mais ça arrive plus tard. Mais très souvent, les gens créent une stratégie sans avoir une vision. Et alors, il y a pas mal de désaccords entre les personnes et ils ne sont pas d'accord en ce qui concerne la stratégie. Mais en fait, ils ne savent pas vers quoi ils veulent se diriger. Et je crois qu'il faut penser au succès d'abord. Des projets que vous avez menés et que vous voyez mener chez AkzoNobel, le facteur clé de succès peut-être et le challenge à surmonter? Alors là, je parlerai plutôt en mon nom plutôt qu'au nom de mon entreprise. C'est bien ce que je vous demande. Moi, je crois que les grandes entreprises, comme les petites, ont vraiment un rôle de responsabilité sociétale et il est important qu'elles maintiennent qu'elles conservent cette responsabilité, qu'elles en soient conscientes. J'ai la chance de travailler dans une entreprise qui effectivement a de beaux projets et je crois qu'il est important que nos entreprises prennent ces choses-là à cœur, essaient justement de se connecter avec leur communauté de proximité et je pense qu'en faisant ce chemin, elles créent effectivement aussi de la demande, elles font connaître leur marque. C'est une manière de participer à son environnement, de s'intégrer à son environnement et de faire connaître sa marque. Donc je crois qu'il est très important pour les entreprises de continuer à avancer dans ce sens. On ne l'a pas dit, mais je me souviens avoir lu, on en parlait en préparant la table ronde, avoir lu dans la Harvard Business Review que dans le cas du luxe, en l'occurrence, pour les pays où la marque est présente, depuis, je crois, 2010-2009 que le projet a été lancé, en gros, on était sur un marché des peintures qui se cassait la figure sur les 5 années précédentes, de mémoire, moins 6% entre 2006 et 2009. J'avais lu, je crois que c'était les chiffres qui avaient été donnés par AkzoNobel à la Harvard Business Review, et que dans les 10 pays qui étaient regardés par l'article, en tout cas, qui étaient les pays où Dulux Valentine avait d'abord lancé ces projets-là, pour le coup, les ventes et la part de marché d'ailleurs de Dulux avait augmenté dans les X années qui avaient suivi. Donc c'est pas la raison principale, c'est le point de Paul, c'est pas la stratégie, enfin c'est pas la vision, mais en tout cas ça porte des fruits aussi. Oui, il est clair qu'on s'appuie aussi sur ces projets-là pour travailler sur notre notoriété et notre réputation. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on est au World Forum, on finit à l'heure, on commence à l'heure et on finit à l'heure. C'est une originalité des Hauts-de-France pour les conférences auxquelles je participe. Donc, il est 10h30 passé d'1 minute et donc nous avons fini cette table ronde. Merci à nos intervenants et merci à vous aussi de votre participation.